Je sais pas ce que vous sous-entendez depuis tout à l'heure. Je sous-entends pas, on essaie de comprendre. Je sais, elle a parlé dauphin. Elle a parlé dauphin, ça me pulvérise. Bon, maintenant qu'on a un petit peu plus d'informations, on va pouvoir parler de la mort de Quentin. Et oui, je vais dire Quentin, voilà, comme si c'était mon pote, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il nous est présenté, et ça fait aussi partie du cadrage pour nous le rendre plus proche et plus sympathique. Bon, voilà, on n'a pas le choix, on va faire avec. Donc ça fait plusieurs jours qu'on a le narratif comme quoi c'est la faute de LFI, et puis c'est les antifas, et puis ils sont arrivés à 30 pour tabasser un pauvre gamin innocent, qui était philosophe et catholique, hein, un grand pacifiste, et qui se serait donc fait lyncher alors qu'il était venu pour protéger des femmes. Je parle bien sûr du collectif Némésis. Alors qu'on soit clair, l'enquête elle n'est pas finie, on n'a pas tous les éléments. Ce qu'on sait, c'est que le récit construit dès le début par Némésis, alors que leur pote il était encore dans le coma à l'hôpital, a été repris par tout l'extrême droite, a été repris par tous nos médias, mais il commence sérieusement à prendre cher. Et du coup on va regarder un petit peu Alice Cordier, alias Alice Beluga, et son énorme front national par les dauphins quand son narratif s'effondre. Ce sont vos amis qui se battent là contre sans doute des militants antifa. Il y a Quentin parmi eux? Écoutez, moi, je vous renvoie à la conférence de presse du procureur hier. Non, mais qui, lui, sur ces images précisément. Qui lui ne parle pas de Rix. D'accord, mais là on est. Elle est forte médiatiquement quand même. Enfin, tu vois qu'elle a l'habitude des plateaux parce qu'elle se laisse pas interrompre. Elle reprend sa phrase après une toute petite pause. En vrai, elle est habituée au plateau. Tu vois qu'elle est très très forte en communication. Et il me semble que je l'avais déjà vu dans un débat avec deux autres droitards et il y avait Mathieu Burgalassi. Et on voit que elle est très très forte rhétoriquement, c'est l'ennemi qui est redoutable, qui a l'habitude de faire ce qu'elle fait, et en vrai, elle n'est pas si facile à confronter que ça. Là, elle est face au maximum de contradictions qu'elle pourrait avoir sur un plateau, notamment sur BFM. On peut s'estimer heureux déjà d'avoir cet ersatz, merde, Taras, de contradiction, même si en fait, c'est à la base, c'est quand même du travail journalistique, c'est-à-dire que c'est ce qui aurait dû être fait depuis le début, au lieu de donner la parole directement à Némésis et de reprendre son narratif partout, et après, 3 jours plus tard, une fois que le mal est fait, de venir dire ah oui mais en fait peut-être que avec les nouvelles images, oui bon bah super, c'est un peu foutu, c'est votre boulot à la base, c'est comme AFP qui aurait dû vérifier que non il n'y a pas eu des coups de couteau, je sais pas quoi machin, enfin bref, l'état de nos médias français quoi. On voit qu'il y a une bagarre. Est-ce que vos amis ont participé à cette bagarre? Écoutez, moi je viens de découvrir cette vidéo en même temps que vous. Moi ce que je peux vous dire c'est que nous avions une quinzaine d'hommes qui nous ont protégés et que s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être qu'aujourd'hui ce serait une militante de Némésis. D'accord, mais est-ce que ces hommes... Alors attends, déjà ça c'est intéressant. En vrai, alors ils nous ont protégés, ils sont pas là. Il y a pas le collectif Némésis n'est pas présent dans la vidéo, donc je sais pas ce qu'ils étaient en train de protéger là actuellement. Et il y a tout ce truc un peu paternaliste, tu sais, ça se dit féministe, mais en même temps, bon là il y a un mec qui est mort, mais si c'était pas un mec qui est mort, peut-être que ça aurait été une d'entre nous, tu vois, il y a tout ce lore un peu de oui mais l'homme doit mourir pour protéger la femme, tout ce truc très très patriarcal en fait, et après ça se prétend féministe, bon c'est un petit peu drôle. Se sont battus directement avec des militants antifa, certains étant armés de barres de fer. Est-ce que Quentin Derenque a participé à cette rixe? Il y a des antifas qui étaient armés, qui ont attaqué les hommes qui étaient là pour nous protéger. Et eux n'étaient pas armés? Non. Il n'y en avait aucun. Sur les images, Là, elle est pas bien. Là, ça transpire. Là, ça transpira parce que parce qu'elle est en train de reprendre ce qu'elle disait il y a 3 jours. Sauf qu'on voit bien que bah, là, en fait, les mecs qui sont armés, qui ont des béquilles, qui sont cagoulés, qui ont des lacrymos, qui balancent des fumigènes, là, on voit bien que c'est quand même pas les antifas, quoi. Qui est habillé en noir? Est-ce que les amis dont vous parlez qui étaient là pour protéger le moment où vous déployez votre banderole, ils étaient habillés tout en noir également, comme ceux qu'on voit sur ces images? Je n'ai pas l'information, en tout cas il n'y avait pas un dress code au sein de... J'ai pas l'information. Ah, je sais pas. J'ai pas vu. C'est-à-dire qu'on a recruté des mecs pour faire le service d'ordre. Donc on a discuté avec eux, on était là et tout, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu s'ils étaient tout en noir, on n'a pas vu s'ils avaient des béquilles, on n'a pas vu s'ils étaient cagoulés, alors qu'en plus... Toutes les images où on voit des Némésis qui sont protégés, escortés par des gros bras, ils ont tous ce truc-là d'être en noir, d'être cagoulés, d'avoir des brassards et tout, d'avoir la lunette de soleil, etc. Et c'est pareil avec Darocha, quand il se fait escorter aussi, t'as les mecs, ils sont comme ça, ils sont tout en noir, et ils sont aussi cagoulés. Enfin bref, non, je ne sais pas. Ah, je les ai pas vus. On les aura demandé de nous protéger, mais non seulement ils étaient pas là, en plus je sais pas à quoi ils ressemblaient, et puis voilà, y a pas de problème. Et puis de base, on n'était pas du tout là pour foutre le bordel dans un meeting de Rima Hassan. Voilà, non, ça, on va pas en parler. Des hommes qui étaient venus pour nous protéger. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'ils étaient venus pour vous protéger sans béquilles, sans fumigène, sans gaz lacrymogène?
Écoutez, moi, l'enquête fera son travail. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a des hommes qui n'étaient pas là pour se battre, qui étaient là pour nous protéger. Et vous les uniquement reconnaissez pas parce là qu'aujourd'hui- vous dites pas, tiens, effectivement, ce sont eux, habillés en noir. Je ne sais pas ce que vous sous-entendez depuis tout à l'heure. Je ne Moi, sous-entends ce que pas. je vous On essaie de comprendre. Je sais, elle a parlé dauphin. Elle a parlé dauphin, ça me pulvérise. On pense ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai- Comment tout ça a conduit à la mort d'un jeune homme? Ce sont vos amis. Voilà, donc de base, leur narratif il pue un petit peu la merde, comme quoi c'est un mec qui a été lynché au sol. Alors oui, il s'est pris des coups au sol, on le voit sur la vidéo. Par contre, de faire croire que c'était un guet-apens antifa qui s'en prend à des petits groupes isolés, alors qu'en plus on sait très bien que c'est la stratégie d'extrême droite, hein. Quand ils font des ratonnades, jamais ils vont s'en prendre à des groupes formés. Ils vont toujours s'en prendre à des individus qui sont isolés. C'est comme la fois avec Gros Lardon, ils étaient allés faire une descente et ils se sont fait calmer par des étudiants qui sont descendus et qui les ont foutus à poil. Voilà, donc jamais, et souvent même quand il y a des rassemblements, il suffit qu'il y ait une présence d'antifa en fait pour éviter le conflit, parce qu'à la base les antifas ils sont pas là pour se taper avec les fascistes, ils sont là pour dissuader de s'en prendre au cortège ou aux membres qui sont isolés. Et en fait c'est un peu à ça que ça sert, c'est une force de dissuasion, c'est pas une force d'attaque, c'est une force de défense. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Par contre ce qui commence à s'afficher un petit peu, c'est que Quentin c'était pas un gentil petit samaritain, c'était un mec qui était, s'il n'était pas membre, il était au moins proche d'Action Française, donc un groupuscule pétainiste, antisémite, fasciste. Et donc on a aussi maintenant la certitude que Quentin était présent au dernier défilé de la CNFM, donc un défilé néo-nazi en hommage à Sébastien Desieux. Et on a plusieurs vidéos qui le montrent entouré de personnes qui portaient les t-shirts La race blanche. Voilà. Et après, il y a des vidéos qui ont filmé à leur insu des militants en train de faire des saluts nazis. Sur la photo de la présence de 5 de leurs membres à la manif néo-nazie C9M, il a pu authentifier Quentin de Ranc. C'est lui, avec le pantalon beige, la casquette et le cache-cou du C9M. Après avoir revisionné mes images du C9M du 10 mai 2025, j'ai constaté que j'avais filmé Quentin de Ranc défilant aux côtés de militants vêtus de t-shirts lesquels étaient inscrits la race blanche, sauver l'identité européenne, ainsi que des croix celtiques, qui pour rappel est un symbole utilisé par les franges les plus radicales de l'extrême droite. Comme chaque année, ces militants ultra-radicaux ont tout fait pour cacher ce moment des yeux du public. Mais Libération est parvenue à le capturer en vidéo. Vous allez voir ce moment pour la première fois. Vous allez voir ce que font ces militants quand ils pensent que personne ne les voit. Puis là, on voit un militant qui lance un salut nazi. Les néofascistes continuent de défiler. À 18h27, ce groupe entre dans la cour. Après quelques photos, ils exécutent 7 saluts nazis. Enfin bref, on avait Luminis qui avait récupéré sa mort aussi pour dire que Quentin était un camarade, un jeune catholique de 23 ans, un militant nationaliste dont l'engagement radical dépassait largement le rôle d'agent de sécurité pour le collectif Némésis. Donc, l'engagement radical, je pense que s'il ne faisait pas directement partie de Luminis, en tout cas il en était très proche. Bon après voilà le narratif qu'on connaît, lynché en surnombre par des ordures antifascistes armées, on a vu que c'était pas vrai. Quentin est en état de mort cérébrale, nos premières pensées vont à sa famille et à ses proches, et ça on va y revenir parce que c'est très drôle. Nous prierons pour lui et pour le salut de son âme, et nous vous enjoignons à faire de même. Son sacrifice nous rappelle que les militants de terrain, souvent méprisés et ignorés par les responsables politiques qui le récupèrent aujourd'hui, sont l'avant-garde du combat nationaliste. Les derniers mots de Quentin ont été « on remet ça les gars, comme lui, la lutte à mort nous rend joyeux ». Et en fait ça c'est très très drôle parce que il se trouve que ils ne savent pas à quoi ressemblait Quentin. En fait ils en avaient tellement rien à foutre, la machine de propagande était lancée extrêmement tôt, au point qu'ils ont publié 7 visuels différents en IA, donc aucun avec la vraie tête de Quentin, ils ne savaient pas à qui il ressemblait. Et il y a même un Quentin dont ils ont utilisé le visage sur leur drapeau qui a porté plainte. C'est ma tête qu'on voit défiler dans Paris sur le drapeau français, son visage confondu avec celui de Quentin Desranques, ce palois dépose plainte. En fait, ils en ont tellement rien à foutre de Quentin, de qui il était, de ce qu'il faisait, etc., qu'ils se permettent de générer des images complètement fausses ou de récupérer des têtes au hasard pour illustrer leur martyr. En fait, ils ont besoin que d'un mort symbolique, ils ont besoin de faire de la récupération politique, mais ils en ont absolument rien à foutre de l'homme qui était derrière ce drame. Quand j'ai vu pour la première fois cette image, j'étais vraiment horrifié de penser que mon entourage avait pu voir ça et s'inquiéter. Dylan Guachawa, délégué des jeunes du Rassemblement National dans les Pyrénées. Maintenant, certains m'accusent même d'être l'assassin de ce jeune militant. Ils sont en train de se tirer des balles entre eux, je trouve ça incroyable.
Une image vraisemblablement générée par l'intelligence artificielle à partir d'une photo du militant politique palois, postée semble-t-il pour la première fois sur des comptes X d'extrême droite 2 jours après les faits et utilisée depuis à de nombreuses reprises jusqu'à être imprimée sur les drapeaux français lors des rassemblements d'hommage. Pour que sa mémoire ne soit pas effacée, qu'il ne soit pas une victime de plus vouée à l'oubli, pour que cela nous oblige à réagir comme il se doit, pour qu'il ne soit pas mort pour rien, ne lâchons rien, ne soyons pas des lâches, justice pour Quentin. Alors ne soyons pas des lâches, apparemment quand même, vous avez vos lourds croisés là, vos lourds néo-nazis. Ils ont quand même laissé le gars se faire défoncer après avoir perdu la bataille qu'ils étaient venus chercher. Donc bon, moi je trouve qu'il y a quand même cette espèce de dichotomie entre le fait de se présenter comme des mecs ultra virils, ultra solidaires, des lourds croisés, des lourds chevaliers, et en fait n'attaquer que des gens en sous-nombre, n'attaquer que des gens désarmés, et quand ça tourne mal, se barrer en laissant derrière eux les plus faibles. Bon après tu me diras, laisser derrière eux les plus faibles, c'est un peu constitutif de leur idéologie. On avait aussi Amitié Action Française qui avait fait un post il y a 2 jours. Quentin est retourné au père, il portait le scapulaire du Mont Carmel, que son âme repose en paix. L'heure était à la réaction française et populaire contre l'engeance gauchiste par tous les moyens, même légaux. Donc de base, ça veut dire que les moyens privilégiés ne sont pas des moyens légaux. Voilà, ça en dit suffisamment long. Les récupérations de ce meurtre par les partis politiques sont infamantes. Là, vraiment, c'est du foutage de gueule. La mort de Quentin pour avoir défendu le groupe Némésis de l'Accordier, mouvement identitaire et judéo-servile devant l'Éternel, est un drame. Mais là, ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, on voit bien que entre groupuscules d'extrême droite, entre groupuscules suprémacistes, ils n'ont pas la même idéologie, c'est-à-dire que pour Action Française, le groupe Némésis, ils sont quand même à la solde des juifs, parce que voilà, ils passent sur les plateaux Bolloré, etc., et ils sont pas assez antisémites. Pour eux, ils sont judéo-serviles, voilà. Et d'ailleurs, on rappelle que l'antisémitisme, c'est à l'extrême gauche, et c'est chez LFI, hein, c'est pas du tout chez des néo-nazis, à qui on peut rendre hommage à l'Assemblée, il n'y a aucun problème, et dont les groupes dans lesquels ils étaient membres, ou en tout cas les groupes qui les soutiennent, parlent de judéo-serviles. Ça, c'est pas antisémite, ça, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème, Non, l'antisémitisme, c'est à gauche, c'est à l'extrême gauche. Notre nationalisme ne souffre d'aucun interstice, nous rendons justice à ce fils de France, à bas les rouges, à bas les communistes, à bas les gauchistes, bref, rien que de très classique chez les nazis. Et ici on voit que Quentin qui est au milieu, parce qu'en fait c'est ça sa tête, je vous la montrerai après en grand, faisait du tractage pour l'application préférence nationale avec Bastion Social qui est donc un groupuscule néo-nazi, avec Rémi Chemin. Donc on voit bien que le narratif du gentil petit samaritain qui n'a rien fait, bon, il tient quand même pas trop la route du moment qu'on commence à avoir accès à des informations un petit peu sur sa vie personnelle. D'ailleurs ça aussi c'est un truc, les informations on les a eues au compte-gouttes parce qu'en fait elles ont été cachées, alors qu'à chaque fois qu'un militant de gauche ou un arabe ou un noir meurt, ou un immigré ou un OQTF, peu importe, on fait tout pour le salir. Naël était un criminel, c'était aussi le cas pour René Good aux États-Unis, c'était aussi le cas pour George Floyd. Dès qu'un minorisé ou quelqu'un de gauche décède ou est victime de violences policières, etc., on va chercher à le salir, et là c'est l'exact inverse qui était passé, on a essayé de dorer le blason de Quentin. Et donc en mémoire de ce jeune Quentin, les gens qui défilent, ce sont des néo-nazis cagoulés de nuit, en train de scander des slogans on est chez nous, la France aux Français, et en faisant des saluts nazis. Nous sommes boulevard de Ménilmontant à Paris, dimanche 15 février, il est près de 21h30 et selon une source policière, une cinquantaine d'individus cagoulés ont défilé dans les rues en réalisant des saluts nazis. Lors de ce rassemblement, les individus ont réclamé justice pour Quentin, ce jeune militant nationaliste mort roué de coups à Lyon lors d'affrontements entre groupuscules d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Et il y a aussi ce truc d'utiliser des euphémismes et de refuser de nommer les choses qui est extrêmement grave et qui a beaucoup participé à brouiller les frontières idéologiques. Quand on parle d'identitaires, de nationalistes, de patriotes, de royalistes, etc., au lieu de dire clairement fascisme, nazi, suprémaciste, raciste, etc., le fait de minimiser la portée symbolique des mots, ça crée de la confusion, ça crée un impensé de représentation. Et le fascisme, il s'impose aussi et d'abord par le langage. Et si on le nomme pas, on le voit pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a ce discours, oui, vous traitez tout le monde de facho, blablabla. Mais c'est parce que l'information générale ne le fait pas. Les gens ne comprennent plus ce que ça veut dire. Donc quand nous on en parle, ça génère un décalage cognitif dans la tête des gens, parce qu'on sort du cadrage qui a été fait, on sollicite un imaginaire qui est totalement décorrélé de leur univers mental, et cette absence de référentiel commun, ça génère une incompréhension et donc une absence de dialogue. Et ça, c'est quelque chose qui a été construit consciemment et stratégiquement au fil du temps. Selon la police, une personne anonyme disant faire partie d'un groupe identitaire a téléphoné au commissariat du 14e arrondissement pour les informer que des ratonnades étaient prévues dans le secteur de Ménilmontant suite à l'affaire Quentin. À l'arrivée des policiers, l'ensemble des protagonistes ont pris la fuite à pied. Il n'y a eu ni blessés, ni dégradation. Alors,
ça c'est faux du coup, il y a eu ni dégradation, c'est pas vrai, parce qu'en fait, juste après, on apprend qu'il y a eu des tags nazis sur des statues, etc. Et depuis, il y a eu des dizaines de locaux, notamment de la France Insoumise, qui ont été tagués ou à qui on a répandu de la peinture, etc., qui ont été dégradés, qui ont été explosés, etc. Et des dizaines de membres de LFI ont reçu des menaces de mort. Notamment, il y avait eu une alerte à la bombe avec ils avaient reçu un courrier. J'ai bien fait mon travail de nuit de façon à ce qu'on ne puisse pas les trouver. Je vais tous vous tuer. Je vais tuer tous les crouilles, les gauchistes et autres nègres. Tout va exploser à 13h et vous mourrez tous. Vous allez le payer au centuple pour avoir assassiné Quentin. En 2027, on va faire du sale. Et ce qui est navrant, j'allais dire c'est très drôle, mais c'est juste navrant, c'est qu'en fait, sous les publications que j'ai pu voir, tous les votants RN, tous les gens d'extrême droite expliquent que ce courrier est faux et que c'est une manipulation de LFI pour détourner l'attention. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux envoyer des courriers, tu peux menacer, tu peux dégrader des dizaines de locaux en même temps, simultanément, etc. Tu peux envoyer des menaces de mort à tout le monde. En plus, des alertes à la bombe. Il y a déjà eu un colis piégé pour Bompard, et ça n'avait pas fait de bruit non plus parce que les médias en ont rien à péter. Je rappelle aussi que Mélenchon avait eu déjà une tentative d'assassinat, mais on n'en entend pas parler, et dans la tête des droitards, ça reste, c'est faux. Voilà, c'est faux, ou si c'est pas faux, de toute façon c'est bien fait parce qu'ils l'ont bien cherché. Et en fait, on voit très bien que cette mort, ça a été très vite retiré du simple fait pour être inscrite dans une lecture politique plus large, en fait, pour en faire un symbole, et pour élargir la responsabilité, notamment à LFI, pour l'associer encore une fois avec du coup, avec déjà ce qualificatif d'extrême, pour le mettre au même niveau que le Rassemblement National, et pour expliquer que c'est eux les dangers, et pour sûrement, très très sûrement, appeler à sa dissolution. Et donc on a une réelle inversion des valeurs, et ça c'est quelque chose qui, encore une fois, qui est très 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 classique à l'extrême droite, c'est accuser les autres de ce dont vous êtes coupable. C'est pour ça qu'on dit en plaisantant, mais c'est pas tellement une plaisanterie, à l'extrême droite, chaque accusation est une confession. On essaye de blanchir la droite et l'extrême droite. D'ailleurs, on ne fait aucun lien à chaque fois qu'il y a eu des violences avec des anciens membres du Rassemblement National ou des militants d'extrême droite. On ne fait jamais de lien avec le Rassemblement National. Par contre, là, il se passe une dinguerie à 2 pâtés de maison d'un rassemblement qui n'a strictement rien à voir, mais on va incriminer LFI. Bref, c'est une stratégie politique, c'est une manœuvre politique qui est bien rodée, qui est construite et qui est consciente. Le barrage républicain aujourd'hui, il doit se faire contre l'extrême gauche. Le barrage républicain, il doit se faire contre la France insoumise. Que la classe politique qui est appelée à faire élire ces gens-là se ressaisissent. Les socialistes, les communistes, les écolos. Le RN et la droite classique demandent un barrage contre LFI dans l'espoir d'isoler le parti pour les prochaines élections municipales. LR et RN font un calcul très simple, forcer les socialistes et les écologistes à quitter leur alliance à LFI. Rappelez-vous de l'union des gauches sous la bannière du nouveau Front populaire. Là, l'idée de la droite, c'est que si la gauche se dispute et se sépare de Jean-Luc Mélenchon, elle devient beaucoup moins forte. Un proche de Laurent Wauquiez estime que diaboliser LFI, les exclure de l'arc républicain, ça somme les autres partis de gauche de rompre avec eux. Le risque de cette stratégie, c'est d'effacer encore plus les frontières jusqu'à une éventuelle alliance. Jordan Bardella se dit prêt à faire des listes communes avec la droite pour faire barrage à l'extrême gauche. Parce que le pouvoir politique, il repose sur la capacité à définir la légitimité, en fait, et y compris la légitimité de la violence, quand on dit que la police a le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va pouvoir tabasser en toute légitimité des minorités, elle va pouvoir terroriser des quartiers entiers. Du moment que c'est légitime, personne n'est censé s'indigner, et c'est pour ça qu'il y a un traitement qui est très très différencié entre les morts des violences policières ou les morts des personnes trans, des personnes minorisées, etc. On n'en entend jamais parler, mais par contre là, on choisit de mettre cette mort en avant parce que ça dit quelque chose. C'est pas un simple 2 poids 2 mesures. C'est pour créer une lecture, c'est pour créer un récit, et c'est pour redessiner le débat public, en fait. C'est pour fragiliser. Encore une fois, c'est une attaque délibérée contre la gauche. Et là où c'est vicieux, c'est que puisque le but de l'État, c'est de définir quelle violence est légitime et quelle violence n'est pas légitime, donc quelle vie compte et quelle vie ne compte pas, lorsque l'État ne prend pas en charge la défense de certaines vies et que ces vies-là sont obligées de s'auto-organiser pour résister à l'oppression, en fait, ça devient immédiatement criminalisé. Le but du pouvoir politique, c'est d'imposer sa vision du monde. Ça rejoint un petit peu Gramsci avec l'hégémonie culturelle. Il faut, pour pouvoir être légitime, imposer une certaine vision du monde. Et tout le principe du rapport de force, c'est qui va réussir à imposer sa vision du monde. Comment on réveille la conscience de classe? C'est en imposant un récit, en construisant une contre-hégémonie. Tous ceux qui se sont désolidarisés de LFI jouent un rôle actif, en fait, dans la diabolisation et dans la construction de ce récit. Parce que l'idée selon laquelle toutes les radicalités se vaudraient et qu'il faut condamner toutes les violences parce que toutes les violences seraient symétriques, en fait, ça sert à créer une fausse équivalence. Parce qu'on sait très bien que dans la réalité, les politiques de droite et d'extrême droite, elles reposent sur la violence, sur l'exclusion et sur le maintien ou
l'exacerbation, je ne sais pas si ça se dit comme mot, ou en tout cas le renforcement des rapports de domination, tandis que le logiciel politique de l'extrême gauche, ce sont des luttes pour l'extension des droits, ce sont des luttes pour l'égalité, ce sont des luttes pour la dignité humaine en fait. Et le fait de créer une fausse symétrie, encore une fois avec la théorie du fer à cheval, etc., ça sert à effacer cette différence fondamentale. Et là on voit très bien qu'on a une partie de la gauche qui fait double jeu, c'est-à-dire que d'un côté elle prétend combattre l'extrême droite, et de l'autre côté en fait elle fait le jeu de l'extrême droite, mais plus que ça, elle essaye de disqualifier ce qu'il y a à sa gauche, et donc en termes de rapport de force, elle se place du côté de l'extrême droite. Donc c'est un petit peu facile d'utiliser la stratégie de Macron comme quoi il faut faire barrage, et en fait si vous votez pour nous, c'est pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, alors que leur combat politique va exactement dans ce sens. Le problème c'est que pour se battre contre cette asymétrie de l'information, contre ce cadrage médiatique, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs le même jour, on avait eu un militant actif du Rassemblement National qui avait attaqué des policiers avec un vrai arsenal militaire et qui avait balancé des grenades, etc. D'ailleurs j'avais vu un commentaire sur Facebook qui disait non mais c'est pas vrai, les grenades elles sont tombées au pied des policiers, il n'y a pas eu de blessés, etc. Et puis en fait il devait sûrement être au Front National et pas au Rassemblement National, et puis en fait mais des excuses à l'infini, en fait un déni, parce que le récit qui émerge c'est que c'est LFI le danger pour la France, c'est l'extrême gauche qui est dangereuse et que l'extrême droite doit être soutenue comme une victime. D'ailleurs on avait déjà vu que l'extrême droite, le récit victimaire de l'extrême droite, c'est constitutif de leur narratif, c'est-à-dire que c'est pas seulement une manipulation politique, c'est vraiment un rapport au réel, parce que l'extrême droite, même quand elle est hégémonique, même quand elle est soutenue par l'État, même quand elle est soutenue par le capital, même quand son programme politique c'est d'exercer une domination, c'est d'exercer de la violence, elle se perçoit toujours comme une éternelle victime. Et en fait cette négation permanente du réel, ça lui permet d'exercer une violence qui est sans retenue, parce que cette violence elle est considérée comme juste, elle est considérée comme légitime, et tout ce qui est autre est perçu comme une menace existentielle. Et quand tu dois te défendre face à une menace existentielle, en fait, tu peux te permettre d'exercer un degré de violence qui est à peu près absolu. Alors qu'on a des attaques racistes et des meurtres depuis des mois, de l'extrême droite, on a des lynchages homophobes, on a des personnes trans qui se font courser, qui se font défoncer, on a des militants qui sont armés, et on a des défilés néo-nazis. Mais si c'est ce récit qui émerge, c'est parce que ce récit, il arrange nos classes dominantes, il arrange l'État, il arrange la bourgeoisie. Parce qu'il vaut mieux créer de la peur pour pouvoir criminaliser les revendications sociales et pouvoir se replier vers un État fort et autoritaire que prendre le risque qu'un mouvement révolutionnaire émerge. Et c'est pour ça que pour combattre le fascisme, il faut combattre ceux qui ont besoin du fascisme pour perdurer, il faut combattre la bourgeoisie, il faut combattre les classes dominantes. Et ça comprend in fine la gauche bourgeoise. Bref, c'est tout pour cette capsule. On a un petit peu décanté, on n'a pas tout dit, il y a certainement certaines choses qui vont changer au fil du temps, peut-être qu'on en fera une autre, je sais pas si ce sera utile. En tout cas, faites attention à vous, faites attention quand vous allez faire du tractage, faites attention quand vous décollez des affiches, soyez solidaires, soyez solides, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la frustration, à l'agressivité, ça ne sert à rien, c'est ce qu'ils cherchent aussi, et je rappelle que l'antifascisme est un moyen de défense, un moyen de protection, ce n'est pas un moyen d'attaque quand on peut éviter, parce que ça fait partie aussi de leur stratégie de provocation, et donc il faut éviter de tomber là-dedans. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, il n'y a pas besoin d'être d'extrême gauche pour être antifasciste. Quant à moi, je vous dis à bientôt.